Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 12 juin 2021 pour le 239e rapport de situation sur le Donbass, un rapport principalement axé sur l'évolution de la situation militaire et diplomatique, mais aussi sur l'évolution de la situation en Ukraine. Concernant la situation militaire du 5 au 11 juin 2021, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 14 reprises, soit 2 fois plus que la semaine passée, durant lesquelles elle a tiré 115 munitions, dont 69 au but de mortier de 120 et 82 mm. Donc là, on est à presque le double. Il faut y rajouter les 5 violations du cessez-le-feu et les 32 munitions, dont 14 au but de mortier de 82 mm, tirées par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures. Ces tirs ont blessé 2 soldats de la RPD, 3 habitations ont été endommagées, une civile a été blessée à Gorlovka en marchant sur une mine alors qu'elle était partie cueillir des champignons dans une zone forestière proche de la ligne de front. La femme a perdu un pied et a reçu d'autres multiples blessures. En RPL, 5 soldats sont morts, tués par un groupe de sabotage reconnaissance ukrainien qui a réussi à s'infiltrer jusqu'à leur poste d'observation. Je vais y revenir en détail. La milice populaire de la RPD a quant à elle réussi à abattre un drone de l'armée ukrainienne qui survolait la zone de l'aéroport de Donetsk. Je vous montre une charmante petite photo de l'engin. Et côté ukrainien, les pertes hors combat de la semaine sont de 4 morts et 11 blessés. Et puisqu'on parle de violation des accords de Minsk, on va bien sûr parler déploiement d'armement lourd. Alors si côté, on va dire, déploiement réellement près de la ligne de front, il y en a entre guillemets assez peu, à savoir 14 cette semaine. On a dans le détail 2 systèmes de défense antiaérien Zouchka, 3 véhicules de transport de troupes blindés type BTR, 7 véhicules de combat d'infanterie type BMP et 2 véhicules blindés. En revanche, d'autres pièces d'armement bien plus lourdes, bien plus gros calibre, ont été détectées un petit peu partout ailleurs dans la partie du Donbass qui est sous contrôle ukrainien. Entre autres, l'OSCE a détecté 12 systèmes de lance-roquettes multiples grades de 122 mm en gare de Slaviansk. Donc ça, c'est carrément l'OSCE, je veux dire, c'est pas contestable. Un système de défense antiaérien Tunguska a été vu en gare d'Artyomovsk. 2 obusiers tractés MSTAB de 152 mm ont été vus près de la localité d'Urzouf. Et un système de défense antiaérien Streladis et 7 obusiers automoteurs Akatsiya de 152 mm ont été vus près de la localité de Mangouche. Voilà, donc ça fait un peu beaucoup quand même. Pour cacher tout ça, l'armée ukrainienne a brouillé à de nombreuses reprises les signaux des drones de l'OSCE. Je vous montre la carte. Bon, clairement pour moi, si on a une relative accalmie, c'est grâce au temps, parce que là on a un temps absolument exécrable depuis 10 jours, il pleut quasiment sans discontinuer, donc clairement ça oblige la grosse artillerie à rester à l'abri pour l'instant. Parce que faire patauger les obusiers dans la boue, c'est pas génial, donc ça maintient un calme relatif, la question c'est jusqu'à quand ça va durer. Le mauvais temps n'a par contre pas empêché un groupe de sabotage reconnaissance ukrainien de tuer 5 soldats de la milice populaire de la RPL. Les corps ont déjà été examinés. L'un d'eux a été tué par une balle venant d'un fusil de sniper étranger, donc très certainement un des petits cadeaux récents des États-Unis à l'armée ukrainienne. Les autres ont été tués à bout portant par le groupe de sabotage reconnaissance qui a réussi à s'infiltrer sur les positions de la milice populaire près de Golubovskoye. Donc ils ont réussi à atteindre le poste d'observation où se trouvaient les 5 soldats et ils ont tué donc les 4 autres restants à bout portant, donc ça s'appelle une exécution. D'après les autorités de la RPL, ce groupe de sabotage reconnaissance aurait été formé par les Occidentaux dans le fameux centre de formation du 8e régiment des forces spéciales de l'armée ukrainienne, dont j'ai déjà parlé dans plusieurs articles. L'Ukraine a bien sûr nié, essayé de faire croire à un suicide, après qu'un soldat de l'RPL aurait tué ses 4 camarades. Petit problème, c'est que le calibre des armes utilisées, c'est du calibre OTAN. Donc encore une fois, non, on n'utilise pas ces calibres-là. On est toujours sur le calibre soviétique. Donc quand tu vois des calibres OTAN, tu sais déjà d'où ça vient. Voilà. Le but de l'Ukraine en faisant ça était, semble-t-il, de provoquer des tirs de réponse de la part de la RPL pour provoquer une nouvelle escalade de la situation
à quelques jours de la rencontre entre Biden et Poutine, donc le but c'était de foutre la merde. Bon, on en est quand même bien conscient, donc on se restreint, parce que bon, on n'a pas envie que tout soit foutu en l'air, c'est une rencontre importante. Donc même si on n'en attend pas grand chose, hein. Mais bon, si on peut éviter de foutre de l'huile sur le feu juste avant, ça serait, voilà, c'est le mieux à faire. Donc comme on voit, l'Ukraine continue à essayer de déstabiliser la situation, hein. Le statu quo actuel ne lui convient absolument pas. Et on le voit d'ailleurs quand on regarde un petit peu la situation diplomatique, hein, parce que sur ce plan-là, le sabotage continue. Là, lors du premier jour de la réunion du groupe de contact en charge des questions politiques cette semaine, l'Ukraine a continué dans le grand n'importe quoi. Alors je rappelle, ça fait 3 mois que ça dure ces conneries quand même, ça fait 3 mois que le groupe de contact en charge des questions politiques ne travaille pas du tout, hein. Ça fait quand même 8 mois que la RPD et la RPL ont envoyé leur proposition de feuille de route commune, que l'Ukraine n'a toujours pas daigné répondre à cette proposition et qu'elle sabote depuis 3 mois toute discussion à ce sujet, hein. Donc je rappelle, on a eu le chantage aux représentants de la société civile, on a eu la violation du compromis qui avait été trouvé pour résoudre ce problème, ensuite on avait eu le chantage étendu à l'ensemble des délégations de la RPD et de la RPL. Bon bah là, l'Ukraine continue de refuser d'assister aux réunions du groupe de contact sans raison valable. Donc là, le 8 juin, au lieu de se mettre enfin au boulot, le représentant ukrainien s'est plaint que, en gros, le pourcentage de mise en œuvre des accords de Minsk était de 0, et que leur application conduira à la fédéralisation et donc à l'affaiblissement de l'Ukraine. Sauf que bon, l'RPD lui a gentiment remis les points sur les i en lui rappelant que si la mise en œuvre des accords de Minsk en a 0%, c'est grâce au sabotage constant des négociations, hein, par l'Ukraine, hein, c'est sûr ça risque pas d'avancer, et que bon, la fédéralisation de l'État qui soi-disant affaiblirait l'Ukraine, c'est marrant, ça n'a pas eu l'air d'affaiblir un certain nombre de pays qui sont qualifiés par l'Ukraine de partenaires stratégiques, hein. Je rappelle quand même l'Allemagne, les États-Unis, un certain nombre d'autres pays européens, comme la Belgique, l'Autriche, puis en étant un petit peu dans le monde, voilà, les Émirats Arabes Unis, tout ça sont des États fédéraux, et ça n'a pas l'air de les affaiblir particulièrement. Donc on voit pas bien pourquoi ça poserait problème à l'Ukraine, hein. La Suisse aussi est une confédération, hein. Bon, ça fonctionne très bien comme ça depuis des siècles. Voilà, donc bon, on voit pas bien d'où sort l'argument. Donc après cette nouvelle ukrainerie, hein, comme dit Xavier Moreau, que je salue au passage, bon, l'Ukraine n'a toujours pas décidé de se mettre au boulot sérieusement. Ils ont, au lieu de se mettre au boulot, ils ont envoyé, la délégation ukrainienne a envoyé au coordinateur de l'OSCE un document secret, hein, estampillé secret, sur le projet de feuille de route. C'est-à-dire qu'au lieu de discuter avec la RPD et l'RPL pour régler le conflit, l'Ukraine semble espérer pouvoir le faire en négociant avec l'OSCE. Bon, là, on nage dans le délire plus total. J'espère qu'on a touché le fond parce que ça devient n'importe quoi. Bon, en même temps, il n'y a rien de surprenant, hein, dans le comportement de la délégation ukrainienne. Quand on lit les propos du chef de la dite délégation, à savoir Leonid Kravchuk, hein, qui a comparé le Donbass à une tumeur cancéreuse que l'Ukraine devrait amputer, hein. Voilà, pour que l'Ukraine puisse se développer en tant qu'État indépendant. Ouais, alors avec des déclarations comme ça, c'est clair que ça donne pas vraiment envie à la population du Donbass de retourner au sein de l'Ukraine, hein. Quand le représentant du pays dont tu as fait partie auparavant te dit que t'es une tumeur cancéreuse, si tu veux, c'est pas très encourageant, hein, voilà. Bon, alors, pour essayer de faire cesser ces sabotages, la RPL a appelé de nouveau à rendre publiques les négociations, hein, du groupe de contact trilatéral. Je rappelle que l'Ukraine et l'OSCE insistent pour qu'elles restent secrètes. Personnellement, je réitère ce que j'ai déjà dit, à savoir que je soutiens cette proposition, parce que je considère que c'est important que les gens sachent qui fait quoi et qui dit quoi lors de ces réunions, pour comprendre pourquoi ça avance pas. Parce que le secret des négociations permet à l'Ukraine de continuer de saboter totalement le travail du groupe de contact, entre autres en charge des questions politiques, depuis 3 mois, sans que ni la France, ni l'Allemagne, ni l'OSCE ne réagissent comme ils le devraient. Donc à un moment, je vois plus que le fait de rendre ces négociations publiques, pour qu'il y ait une pression justement du public, justement, en ayant toutes les informations en main. Parce que pour l'instant, on en est rendu aux déclarations des uns et des autres, ce qui est un petit peu compliqué pour juger le faux du vrai. Donc moi, je suis pour que ces réunions soient retransmises en live, hein, je veux dire,
Les vidéoconférences en live, ça existe, hein, il y a des plateformes pour ça. Et puis la vidéo publiée après, comme ça on peut aller écouter ce que chacun a raconté, ce que chacun a fait, et puis on y verra un petit peu plus clair. Bon, moi quand je vois quelles sont les parties qui demandent la transparence et lesquelles demandent le secret, je pense qu'il n'y a pas beaucoup quand même de questions à se poser pour savoir qui sabote les réunions du groupe de contact. Voilà. D'ailleurs, le numéro de cirque s'est poursuivi le deuxième jour des négociations, hein, puisque comme d'habitude, c'est des sessions sur 2 jours. Donc, toujours chef de la délégation, Leonid Kravchuk, qui a déclaré donc que la partie ukrainienne ne prévoyait pas de discuter des points politiques des accords de Minsk au sein du groupe de contact ad hoc, mais qu'elle ne travaillerait que sur la proposition de feuille de route qui sera faite par le coordinateur de l'OSCE. Bon, là encore une fois, l'Ukraine est allée trop loin, hein, parce que là, même le coordinateur de l'OSCE a ramené Kravchuk sur Terre, hein, en lui disant gentiment que de 1, personne lui a demandé de préparer une proposition de document, que de 2, le travail de préparation et d'accord ensuite hein, sur la proposition de feuille de route, ça fait partie des tâches de l'ensemble des participants du groupe de travail en charge des questions politiques, hein, voilà. Et le coordinateur de l'OSCE, il a dit « Mais moi je suis là que pour vous aider à formuler un document de consensus basé sur les propositions sur lesquelles tous les participants se mettent d'accord. Je suis pas là pour autre chose. Hein, voilà. » Donc le coordinateur de l'OSCE a gentiment rappelé à l'Ukraine « Je suis pas la deuxième partie avec laquelle tu dois négocier. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein, » Donc c'est bien, bravo à l'OSCE d'avoir réagi, enfin. Et donc après s'être fait remettre à sa place, Kravchuk a alors déclaré que de toute façon, il n'a pas l'autorité nécessaire pour signer des documents au sein du processus de négociation de Minsk, parce que seul le président ukrainien peut le faire. Alors la RPD a alors demandé, il sert à quoi Kravchuk et à quoi sert la délégation ukrainienne au sein du groupe de contact, s'ils n'ont pas l'autorité nécessaire pour signer le moindre papier. Vous servez à rien, en fait. Donc, en fait, on voyait les Zelensky négocier directement. Hein, remarquez quand il en sera à perdre son temps pour la énième fois, enfin pour la 4e fois en un mois, ça va peut-être le décider à se bouger un peu le popotin pour faire quelque chose, peut-être, hein, je sais pas, mais là ça devient délirant. Je veux dire, il y a une délégation officielle qui est appointée par le pays pour la représenter. Si elle n'a pas l'autorité de signer quoi que ce soit, elle sert à que dalle en fait. C'est du grand délire. Non, là, franchement, on touche le fond, là, quand même. Et donc, il n'y a pas que le groupe de contact en charge des questions politiques hein, qui a été victime de sabotage. Dans le groupe de contact en charge des questions humanitaires, là, on a eu droit à du chantage pur et simple concernant l'échange de prisonniers, hein, qui stagne toujours. Alors là, on a eu la délégation ukrainienne qui a demandé à la RPD de lui filer unilatéralement hein, 4 personnes, c'est-à-dire c'est même pas un échange, c'est vous nous rendez 4 personnes, soi-disant parce qu'ils ont des problèmes de santé graves. En échange, le président ukrainien vous signe un décret pour gracier 9 des prisonniers qu'on vous a rendus. Sauf que, de 1, les personnes concernées sont en bonne santé, donc déjà... l'argument pour justifier leur libération tombe carrément à l'eau. Et puis en plus, je rappelle qu'il y a 1 an et demi, l'Ukraine a quand même signé un protocole qui prévoit l'arrêt des poursuites judiciaires contre les personnes remises à la RPD et à la RPL lors des échanges de prisonniers. Et je rappelle toujours que sur les 51 personnes qu'on a récupérées lors des échanges qui ont suivi, il n'y a qu'une personne qui a eu droit à l'appurement judiciaire. Une seule. Donc l'Ukraine essaye de monnayer une grâce qu'elle doit de toute façon accorder d'après les papiers qu'elle a signés, pour récupérer 4 personnes qui sont pas du tout malades. Là, au rayon méthode... Non, mais... je sais pas ce que vous espérez avec des méthodes pareilles, mais vous irez pas très loin. Voilà. Je vais parler un petit peu de la situation économique en RPD et en RPL. Parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a envoyé un lien vers un article qui parlait de gros problèmes avec certaines sociétés qui, dans les 2 républiques, hein, qui avaient été remises au groupe Vnestor Service et où il y avait des arriérés de salaire graves, c'est-à-dire de plusieurs mois. Cette affaire avait fait scandale sur les réseaux sociaux et les médias tant locaux que russes, hein, entre autres des médias comme Rusvesna avaient tiré la sonnette d'alarme à juste titre. Donc ce sont des entreprises qui, si vous vous rappelez, quand l'Ukraine nous avait fait son blocus total, la RPD et la RPL les avaient mis sous tutelle
de l'État, mais très très rapidement, on les avait transmises à des investisseurs privés pour favoriser aussi un climat d'investissement dans les républiques. Problème, donc un des consortiums qui avait racheté plusieurs des entreprises dans les deux républiques, donc ce Nichtolk Service, a, semble-t-il, purement et simplement volé le pognon dans la caisse. Et résultat, les arriérés de salaire et les dettes envers les fournisseurs se sont accumulées, ce qui avait provoqué des manifestations. Ça a alerté les autorités de l'RPD et de l'RPL qui ont décidé d'agir conjointement. Elles ont mené d'assez longues négociations pour trouver un nouvel investisseur, qui a donc enfin été trouvé. Ce dernier s'est engagé à assurer le financement et le développement des entreprises métallurgiques et de production de coke du groupe et à régler la totalité des dettes accumulées par les entreprises, en premier lieu les salaires. Donc le nouvel investisseur s'est engagé à rembourser les arriérés de salaire aux employés encore présents dans les entreprises d'ici 3 mois maximum, et ceux qui en sont partis sous les 6 mois. La première tranche d'un montant égal au salaire mensuel moyen a déjà été versée cette semaine, et les premiers paiements aux créanciers parmi les principales entreprises de la République, où cette entreprise avait des dettes, ont commencé déjà le 11 juin. Donc c'est une bonne nouvelle, même s'il est quand même assez dommage qu'il ait fallu en arriver à un tel scandale pour que les autorités réagissent. Alors pourquoi ça a été assez compliqué? C'est qu'en fait, pour éviter tout ce qui est sanctions, les groupes qui ont récupéré en fait ces entreprises-là après le blocus imposé par l'Ukraine, ont instauré une opacité totale pour éviter que les gens qui sont derrière ces investissements, ces groupes d'investissement, ne se retrouvent mis sous sanction. Ou pire. Donc, le problème, c'est que c'est cette opacité totale qui a permis, en fait, à ce genre de dérive d'avoir lieu. Donc ça c'est un problème, il va falloir trouver, je pense, une solution de fond pour éviter que ça se répète. Mais bon, voilà, donc voilà, la RPD et la RPL ont pris le problème à bras-le-corps, et le nouvel investisseur a l'air, voilà, d'être décidé à régler toutes les dettes. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt une bonne chose. Je vais parler un petit peu d'une interview que Vladimir Poutine a donnée à la chaîne Rossiya 1, dans laquelle il a parlé exclusivement en fait de l'Ukraine, mais aussi donc de l'OTAN. Il a entre autres évalué les dernières décisions des autorités ukrainiennes sur la division de la population en peuples autochtones et tous les autres, quoi. Bon, je vais y revenir en détail un peu plus loin, parce que j'ai un peu analysé cette loi. Bon, il a dit clairement que c'est la discrimination digne du Troisième Reich. Ce qui est quand même assez... c'est vrai que c'est assez édifiant, comme il le dit, que ce genre de choses soit faites au moment où l'Ukraine a un président juif, quand même. Enfin, je veux dire... c'est un peu choquant. Bon, c'est comme... les glorifications de la division SS Galiciana, etc. Enfin, c'est tout ça, au moment où ils ont un président juif, c'est quand même choquant. Je vous dis, le grand-père de Zelensky, il doit faire la toupie dans sa tombe. Il a aussi évoqué, donc vous savez que Zelensky avait demandé à parler à Poutine, à se rencontrer. Donc l'administration présidentielle a demandé à celle de Zelensky, c'est quoi les sujets que vous voulez aborder? Et là, la sécurité internationale. Comme dit Poutine, les relations bilatérales entre l'Ukraine et la Russie sont tellement mauvaises, y a pas plus urgent à discuter? Tu crois pas qu'il faudrait peut-être un peu régler ces problèmes de relations bilatérales entre l'Ukraine et la Russie d'abord, au lieu de t'occuper de la sécurité internationale? Je veux dire, c'est là que tu vois qu'ils sont complètement à côté de leur pompe au sein de l'administration présidentielle ukrainienne, c'est des billes, quoi. Et surtout, il a très très longuement parlé de la potentielle adhésion de l'Ukraine au sein de l'OTAN, qu'il a clairement qualifié, même s'il a formulé ça sous la forme d'une question qui est plus rhétorique que réellement un questionnement, comme étant une ligne rouge à ne pas franchir. Voilà, donc clairement, ce message-là, il est tant à destination des États-Unis que de la population russe. Le but, c'est de mettre les points sur les i vis-à-vis de Biden avant la rencontre avec lui, pour dire clairement, voilà, ça c'est la ligne rouge à pas franchir. Si tu vas au-delà, il va y avoir des gros problèmes. Ce qui est assez marquant, d'ailleurs, c'est le choix des villes depuis lesquelles... Poutine a évalué en fait le temps qu'il faudrait à des missiles
de l'OTAN pour atteindre Moscou. Donc il a dit, voilà, à l'état actuel, avec les systèmes qui sont installés en Pologne, les missiles de l'OTAN, il leur faudrait 15 minutes pour atteindre Moscou. S'ils s'installaient à Kharkov ou à Dnipropetrovsk, il leur faudrait entre 7 et 10 minutes. C'est assez marquant qu'en fait, il a pas mentionné, parce qu'il y a plus près encore, tu peux dire Donetsk ou Lugansk, mais il a mis Kharkov, Dnipropetrovsk. Donc il a vraiment complètement oblitéré la partie RPD-RPL, voilà, c'est déjà plus l'Ukraine, quoi. Donc c'est assez intéressant. Donc j'espère que le message sera entendu, parce que sinon il a clairement dit que la réponse de la Russie pourrait être extrêmement grave, parce que il a dit, voilà, on ne peut pas se permettre de mettre en danger la sécurité des citoyens russes. Donc j'espère vraiment que ça sera entendu, parce que là, faut pas rigoler. Le ton qu'il a employé est extrêmement dur, un peu dans le même genre que ce à quoi on avait assisté là, quand il y avait eu le début d'escalade, il y a quelques mois en arrière, où la Russie avait vraiment haussé le ton brutalement pour faire passer le message. Donc j'espère que cette fois aussi ça sera entendu. Et donc je vais parler donc de ce qui fait scandale actuellement et qui a été mentionné par Vladimir Poutine dans son interview, c'est-à-dire la fameuse loi sur les peuples autochtones en Ukraine. Alors, ce projet de loi, je me suis amusé à le lire, enfin amusé c'est façon de parler. Donc ce projet de loi définit ces peuples comme une communauté ethnique autochtone qui s'est formée sur le territoire ukrainien, qui a sa propre langue, sa propre culture, a des organes représentatifs, se reconnaît comme un peuple autochtone ukrainien, est une minorité ethnique dans la population, mais qui n'a pas d'état propre en dehors de l'Ukraine. Et c'est là, sur ce dernier point, que ça a chopé, parce que ça exclut de fait les Russes, les Hongrois, les Roumains, etc. La loi en fait ne mentionne comme peuple autochtone que les peuples autochtones de Crimée, en fait, les Tatars, les Karaïtes et les Krimtchaks, mais oublie complètement par exemple les Ruthènes. Les Ruthènes qui sont discriminés en Ukraine et qui collent pourtant à la définition initiale de la loi. Donc déjà là il y a un problème. Déjà là t'as un gros problème. Et là où ça va beaucoup plus loin, c'est les articles suivants, qui expliquent à quoi ont droit ces peuples autochtones. Voilà, donc ils ont droit à l'autodétermination, donc en gros sous-entendu les autres n'y ont pas droit, donc ok. Droit à l'autogouvernance en matière d'affaires internes, de plus l'État devra promouvoir la représentation des peuples autochtones au sein de la Rada. L'État garantit aussi la protection de ces peuples contre toute forme de génocide ou de violence, de coercition collective, et entre autres, ces peuples seront protégés de toute assimilation ou intégration forcée. Ils auront donc le droit à leurs propres écoles, avec l'enseignement dans leur propre langue, enseignement de leur histoire, de leur culture, le droit de créer leurs propres médias avec au moins 50% du contenu dans leur langue. Et là, pour tous ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous comprenez où est le problème. Parce que suite à la gueulante de la Russie sur la discrimination que cette loi institue, l'Ukraine a rétorqué que c'est pas vrai, parce que les Russes entrent dans la catégorie minorité nationale, qui est aussi prévue dans l'article 11 de la Constitution ukrainienne comme un groupe séparé des peuples autochtones, et que les deux groupes seraient protégés des discriminations, et qu'il n'y a pas de discrimination contre les Russes ou les russophones en Ukraine. Là, fallait oser la sortir, celle-là, quand même, parce que vu la campagne russophobe qu'on voit en Ukraine depuis 2014, je rappelle quand même, première décision des autorités issues du coup d'État du Maïdan, ça a été quand même de retirer à la langue russe son statut de langue régionale. Puis depuis lors, on n'a eu que des attaques permanentes contre la langue russe, mais pas que. Je rappelle entre autres, loi sur la langue nationale, loi sur l'enseignement, loi sur la langue dans laquelle les employés des entreprises de services doivent servir leurs clients, je vous en avais parlé. Tout ça a institué l'ukrainien. La loi sur les médias aussi, qui a institué le fait que c'est l'ukrainien la langue majoritaire dans les médias et qu'il est interdit de mettre plus de X% de quotas des autres langues. D'accord ? Donc, allez me sortir qu'il n'y a pas de discrimination contre les Russes ou les russophones en Ukraine, entre autres de la part du ministre ukrainien des Affaires étrangères Kouleba. Écoute mon gars, si t'arrives à la sortir sans trembler des genoux, c'est que t'es vraiment un mythomane de première. D'accord ?
discrimination contre les Russes en Ukraine, ça a commencé depuis le coup d'état du Maïdan. Donc faut arrêter les conneries quand même. Hein. Parce que quand on prend tout ce que je vous ai dit là, toutes ces lois qui ont été votées depuis 2014, et qu'on regarde cette loi sur les peuples autochtones, on voit bien que ces derniers se voient accorder plus de droits que les minorités ethniques d'Ukraine, c'est-à-dire les Russes, les Hongrois, les Roumains, puisque je rappelle que suite entre autres à la loi sur l'enseignement, ces minorités n'ont plus droit à leurs propres écoles avec enseignement dans leur propre langue. Ils n'ont plus droit à des médias avec... ils n'ont pas droit à des médias avec plus de 50% de contenu dans leur langue. Sans même parler du droit à l'autodétermination et à l'autogouvernance qui est nié tant vis-à-vis de la Crimée que du Donbass, puisque l'Ukraine refuse de reconnaître les 2 référendums et de donner au Donbass l'autonomie qui est prévue par les accords de Minsk. Donc, je veux dire, il y a un problème là quand même. Et comme je le dis, en plus, cette loi met complètement de côté, entre autres, les Ruthènes, qui sont clairement un peuple autochtone d'Ukraine, mais qui, lui, est discriminé depuis des décennies. En fait, cette loi, c'est juste un moyen pour Zelensky de se mettre les Tatars de Crimée dans la poche. Parce que tout le long de la loi, ça ne parle que de la Crimée, en fait. Alors que ça sert à rien, mon pote. La Crimée, elle est redevenue russe, ça changera pas demain. Donc, ça sert à rien, ce que tu fais. Cette loi instaure bien, si tu regardes en fait, des minorités de première catégorie qui ont plus de droits, hein, donc savoir ces peuples autochtones, et des minorités de seconde catégorie, les minorités nationales, qui ont moins de droits. Et ce, malgré l'article 11 de la Constitution ukrainienne, qui prévoit que l'État favorise le développement de l'identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de tous les peuples autochtones et minorités nationales d'Ukraine. Parce que vu que les lois votées depuis 2014 sur la langue ukrainienne et l'enseignement et les médias vont à l'encontre même de cet article, puisque vous ne favorisez pas du tout le développement de l'identité linguistique des Hongrois, des Russes ou des Roumains d'Ukraine, puisque vous les avez privés d'enseignement dans leur propre langue, de médias dans leur propre langue, de services dans leur propre langue. Donc je veux dire, toutes ces lois, elles violent la constitution ukrainienne. Donc brandir ensuite cet article comme une garantie antidiscrimination, c'est du foutage de gueule, ça fait 7 ans que vous vous asseyez dessus. Donc c'est clairement une loi discriminatoire, contrairement à ce que racontent les autorités ukrainiennes. D'accord ? Et c'est pas la peine de raconter que cette loi respecte le droit international ou les recommandations de l'ONU sur les peuples autochtones, parce que ce que l'ONU recommande vis-à-vis des peuples autochtones, c'est de les lister, et pas de les définir, parce qu'ils disent en donner une définition, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, faut juste les lister, voilà, pour faire en sorte, voilà, de les protéger, etc. Mais là, ce que vous faites, c'est vous donner plus de droits à ces minorités-là que vous n'en accordez aux autres minorités. Sous prétexte que ces minorités-là ont un état propre. Ça va pas, quoi. Clairement, c'est une énième loi discriminatoire que l'Ukraine veut faire passer. Autre scandale qui a de quoi par contre lui faire froid dans le dos. Vous vous souvenez, je vous avais longuement parlé du danger que représentaient l'Ukraine et ses labos de recherche, on va dire, biologique, virologique, etc., hein, depuis la mainmise des États-Unis sur ce secteur. Et ben ça se confirme, puisqu'il a été découvert qu'une ancienne employée de l'Institut d'État ukrainien de contrôle scientifique des biotechnologies et des souches virales et bactériennes volait des flacons contenant des souches d'un dangereux virus pour les revendre. Ouais, c'est le bureau du procureur général ukrainien qui a alerté. Hein, donc ils ont expliqué que l'ex-employée de l'Institut, quand elle était responsable du maintien du contrôle et de la production des souches de virus qui sont stockées dans ce centre national des souches microbiennes, elle y a eu accès, et elle s'est appropriée des souches de virus en violant en fait les méthodes d'inventaire. En fait, elle a bidouillé en fait l'inventaire pour pouvoir mettre la main sur un certain nombre de souches, entre autres des agents pathogènes de maladies animales contagieuses, hein, qui peuvent se propager rapidement à l'international, hein, parce que les virus connaissent pas de frontières, comme on a pu le voir. Et donc là, entre autres, sur le bureau du procureur, elle a sorti des locaux de l'Institut des flacons contenant une souche du virus de la maladie de Newcastle chez les volailles. Elle les a stockés dans son frigo, en attendant de les revendre. C'est intéressant, hein, c'est à côté de tes côtes de porc ou tes ailes de poulet, tes légumes et tes yaourts, hein, t'as des souches de virus
Enfin, c'est du délire. Hein, voilà, donc quand je vous disais que l'Ukraine était devenue un dangereux laboratoire biologique à ciel ouvert, hein, grâce à l'ingérence entre autres des Américains dans les labos ukrainiens, on en a la preuve. Et ça, c'est une qui a été arrêtée. Il y en a combien d'autres des comme ça qui sont passés sous les radars? C'est une petite question quand même à se poser. Hein. Un petit peu. Donc voilà la situation. Je pense qu'on va rester sur un espèce de statu quo pour l'instant. On va voir comment la situation va évoluer après la rencontre entre Biden et Poutine. Surtout que là, les travaux de Nord Stream 2 sont sur la phase finale. Hein. Donc, comme je disais la semaine dernière, il y a un des tubes qui est déjà complètement posé. Donc là, ils vont bientôt pouvoir envoyer déjà du gaz pour tester dedans. Le deuxième, c'est en cours, ça avance lentement mais sûrement. Donc normalement, d'ici la fin du mois prochain, ça sera terminé. L'Ukraine continue de trépigner, exiger des indemnisations de la part de la Russie. Là, ils sont en train de menacer la Russie, de la poursuivre si elle arrête le contrat de transit après la fin de ce dernier. Hein. Écoute, la Russie, comme l'a dit Vladimir Poutine, n'a pas vocation à nourrir l'Ukraine. Je veux dire... faut arrêter les bêtises. Hein. Donc on va voir comment ça va évoluer après la réunion, enfin la rencontre entre les deux présidents, Biden et Poutine. Je pense qu'il n'y aura rien de très positif qui va en ressortir, il ne faut pas trop se faire d'illusions. Mais donc voilà la situation. Donc faut surveiller là, aux alentours et après le 16, voir un peu comment ça va tourner. Mais bon, on voit clairement que l'Ukraine cherche à relancer les hostilités. Le fait qu'il y ait des jours où il n'y a pas de violation du cessez-le-feu, ça ne lui convient pas. Ils veulent aggraver la situation, clairement. Et donc, on risque de voir de nouveau des provocations comme ce qui s'est passé en RPL, voire en plus grave. Donc, il faut s'attendre de nouveau à des horreurs du genre crime de guerre, là, comme on avait eu, quand ils ont tué le petit Vladislav ou ce retraité Alexandrovka qui s'était fait tuer par un sniper ukrainien dans son jardin. Donc, voilà. Ça, malheureusement, je crains que ça va de nouveau recommencer. Parce que la situation actuelle ne leur convient pas du tout, puisque comme ils sabotent totalement l'application des accords de Minsk, il y a un moment où il va falloir justifier cet échec. Donc voilà, situation à suivre, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation, et d'ici là, portez-vous bien.